Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, samedi 31 août, 10h30. Je salue bien entendu mes prédécesseurs, nos amis Nicolas Stocker et Lara Stam, patrons du libre journal de géopolitique profonde. Il recevait l'ancien ministre suisse Oskar Fressinger. Sa parole se fait rare. Malheureusement, il était ici à Radio Courtoisie. C'était vraiment un plaisir pour parler du wokisme, cette maladie, on peut dire, qu'est le wokisme. Donc je les salue. Merci à eux d'avoir été excellente émission. Bien entendu, je salue Patrice qui est à Londres, qui est au standard. Il va prendre toutes vos questions, tous vos commentaires et je sais qu'ils seront excessivement nombreux parce que là, on va parler de sujets que vous aimez tant. Voilà, on va parler de crise sanitaire, on va parler de la façon dont les médias, les grands médias, les médias subventionnés ont parlé de cette crise sanitaire. Il y a eu des dernières nouvelles qui ont fait le buzz, évidemment contre ceux qui luttent pour la vérité. Et lorsqu'il y a eu derrière ça, on va dire, ce qui n'allait pas dans leur sens, bien entendu, les médias n'en ont pas parlé, mais nous, ici, on en parle. Je salue évidemment la sublime, la magnifique, la merveilleuse Virginie à la réalisation qui est là, je crois, depuis 6h du matin et qui n'a pas pris de vacances. Elle ne prend pas de vacances, elle prend jamais de vacances, ni le 31 décembre, ni le 25 décembre, ni en août, ni en juillet. Elle les prendra seulement en septembre. Je crois que la semaine prochaine, elle sera pas là et mon cœur saignera qu'elle ne soit pas là. Vraiment. Alors aujourd'hui, émission excessivement importante et je reçois pour ça des amis qui sont ici présents. Ils viennent de Marseille et de Charente. Vous avez Emmanuel Darle, maître de conférence en informatique et qui dorénavant est dans la politique, notre Emmanuel. Comment ça va, cher Emmanuel ? Ça va, Mike. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est la première fois que tu viens là ? Oui, c'est la première fois. Alors, je suis pas Tu en inaugures Charente, presque. Je suis à Pas- Poitiers. C'est pas la Charente, le Poitiers ? Non, Oh c'est là la là là Vienne. là, qu'est-ce que je suis mauvais en géographie. C'est pas que c'est à côté au moins. C'est à côté, oui. Bon bah, je suis très mauvais. Oh là là, je sens que je vais avoir des commentaires d'auditeurs qui vont me dire comment vous pouvez dire ça ? C'est pas possible. Retournez à l'école. Eh oui, je suis le pur produit d'éducation nationale. Voilà, t'as vu ? Et à ma gauche, Vincent Pavon, maître de conférence à Aix-Marseille, spécialiste en mathématiques. Comment ça va, cher Vincent ? Là, je me suis pas trompé. Non, pas du tout. Ça va très bien. Merci beaucoup, Mike, pour cette invitation. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui sur Radio Courtoisie. Bon, il y a eu une information qui est passée, je crois, il y a 2-3 mois de cela, sur l'hydroxychloroquine. On en a dit tant de mal sur l'hydroxychloroquine. Il paraît qu'elle a fait... elle a tué des gens par milliers, ils tombaient comme des mouches, tous ceux qui prenaient de l'hydroxychloroquine. Pourtant, je crois que c'est un médicament qui a cours depuis très longtemps, je crois, depuis des dizaines d'années, non ? Tout à fait. Hein ? Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement l'hydroxychloroquine ? Est-ce que vous le savez ? Alors, je sais que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas scientifique à ce niveau-là, mais bon, allez, on va dire grossièrement. C'est un traitement en fait qui traite contre le paludisme principalement. Et donc, c'est administré dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, etc. Les effets sont très bien connus, ils sont très bien supportés. Beaucoup rapportent qu'en fait, ils prennent ça comme des tic-tac, en fait. Et donc, si l'hydroxychloroquine était si dangereuse, en fait, elle n'aurait pas été prescrite depuis plus de 60 ans. Voilà. Tiens, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse, parce que j'ai envie de parler du petit parcours politique, du grand parcours politique d'Emmanuel. J'ai envie de le faire quand même. Donc voilà, j'ai ouvert la petite parenthèse politique. Tu as été candidate pour le RN aux législatives. Tu as fait une très belle campagne. Je t'ai Oui. suivi, tu sais que je t'ai beaucoup suivi. Merci. Alors effectivement, je me suis présentée en tant que candidate au Rassemblement national pour la Circo 1 de la Vienne. On a fait une très bonne campagne avec mon équipe, que je salue d'ailleurs, que je remercie.
Et voilà, malgré tous les mensonges qui ont été véhiculés par les médias, hein, on Mais m'a... oui, j'ai vu Conspiracy Watch a fait Oui. un article sur toi en disant que c'est la candidate anti-vax. Ah, j'ai eu le droit à Libération, j'ai eu le droit aux Parisiens, j'ai eu le droit à 20 minutes avec des propos totalement calomnieux, hein, qui ont fait l'objet d'une plainte. Et donc, ils ont raconté que j'avais dit que les vaccinés mettaient des ondes Bluetooth, des choses comme ça, pour me faire passer pour une farfelue, ce qui n'est pas le cas. N'en reste pas moins que je me suis immiscée au second tour et j'ai fini deuxième dans la triangulaire devant une candidate notamment qui est extrêmement connue en fait dans ma circo elle siège au conseil départemental, elle est maire, elle est un petit peu partout. Elle cultive les mandats comme certains cultivent les tomates. Voilà. Et, et donc, T'as pas eu droit au front républicain. en fait, ils ont formé, les deux, en fait, ont formé, dans cette triangulaire, ont formé un front républicain ou républicain contre moi et contre, de toute façon, voilà, ce qui est d'usage, en fait, ce qui a été d'usage dans cette élection. N'en reste pas moins que, de toute façon, ce sont les citoyens qui votent et qui décident. Et ils ont décidé de m'accorder leur confiance à hauteur de 30,2% au niveau du suffrage dans cette Pour triangulaire. une triangulaire, c'est pas mal. C'est beaucoup même. Oui, tout On à peut fait. parfois être élu avec 30% pour le coup sur une Oui, triangulaire. oui, oui, Donc oui. c'est vraiment bien. Oui, Sur alors une terre de gauche en plus. tout à fait, sur une terre qui est extrêmement encline à être à gauche, hein. Et moi, j'ai accepté de débattre. On a beaucoup préparé les débats avec mon équipe. Et derrière, j'avais quand même deux personnes qui étaient déjà des élus, qui avaient une forte expérience de la politique, une députée sortante et donc c'est cette maire qui siège un peu partout. Et je pense que je m'en suis sortie très honnêtement, et enfin de façon très honnête. Et comment tu juges ces premiers pas en politique? Tu as vu un peu ce monde-là? Alors, très sincèrement, moi, j'ai adoré rencontrer les gens et j'ai adoré aller justement discuter avec eux et entendre leurs problèmes. Alors, moi, les problèmes de ma circo, je les vis tous les jours, hein, parce que justement, en fait, j'habite dans cette circo. Je sais, en fait, les bons côtés, les mauvais côtés, et ce qui manque, etc. Et puis, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a fait, je pense, on a réussi une implantation, ce qui n'avait pas été fait auparavant. On a doublé le score du Rassemblement national dans la circo par rapport à 2022. Ça a été un très gros travail. Et d'ailleurs, à ce titre, je souhaite saluer mon directeur de campagne, Stéphane Lotte, qui est président de la ruralité citoyenne, vice-président des maires ruraux de France. Et donc, il m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apporté. Et c'est grâce à lui, finalement aussi. Voilà. On salue notre ami Stéphane Lotte, voilà, qui a fait une belle. Il était quoi, suppléant aussi ou pas? Non, il Il était... était juste directeur de campagne, on le salue. voilà. Hein. Voilà, Merci. les directeurs de campagne, c'est très important. Hein. Tout à fait. Très, très important. Et donc, du coup, tu es dorénavant engagé en politique et tu iras, j'imagine, dans d'autres élections? Alors, bien sûr, je le souhaite, hein, je souhaite rester engagée en politique. Là, en ce moment, il y a des restructurations autour des fédérations. Donc, je ne peux pas en dire plus. C'est le Très bien. siège. C'est le Ok. siège du Rassemblement national qui décidera de toute façon. Cher Vincent, c'est important que des gens comme vous qui ont milité contre les mesures de la crise sanitaire, eh bien, aient leur voix en politique et soient dans les grands partis. Ça prouve qu'en fait, ce qui s'est dit, ce que vous avez dit, ce sur quoi vous avez milité, c'était pas les bêtises que racontait Conspiracy Watch. Tout à fait, Mike, vous avez raison de le souligner. Et, ce qui manque aujourd'hui, je crois, en France, c'est cette idée que les scientifiques vont pouvoir, main dans la main avec les politiques, justement faire les bilans un peu de tout ce qui s'est passé. On le voit aux États-Unis, ça se passe de manière assez pugnace, avec donc deux sénateurs républicains, Ron Johnson et Rand Paul, qui sont vraiment engagés dans la lutte contre la corruption. On voit passer quelque chose qu'on aurait bien voulu voir passer en France, qui est aux États-Unis, donc l'alliance entre Robert Kennedy Jr. et Donald Trump sur les questions justement de santé, de Big Pharma et de lutte contre la corruption de Big Pharma, qui est un des chevals, vous savez, de bataille de Robert Kennedy Jr. On avait eu au niveau européen cette
on va dire cette entente, alors pas cette alliance, mais entre Michel Rivasi et Virginie Joron, qu'il faut vraiment saluer ici, qui sont vraiment deux grandes dames effectivement de la politique durant cette crise, qui ont donné la parole aux scientifiques et qui, vous le savez Mike, était donc à Saintes alors, en 2023. Virginie Joron, Michel Rivasi avait dû décliner, hélas, sous la pression de son propre parti. On l'a appris après, qu'il avait fait une espèce de procès de Moscou, lui demander de se justifier parce que, vous vous souvenez, Michel Rivasi avait co-signé avec Virginie Joron la préface du livre de Christine Coton, justement, sur tous vaccinés, tous protégés, point d'interrogation. Et donc, ça lui avait été amèrement reproché par l'establishment des Verts, qui lui avait fait comme ça une convocation dans une espèce de conseil disciplinaire. Ça avait été atroce pour elle. Donc oui, c'est extrêmement important que les politiques puissent se saisir de toute cette connaissance qui a été accumulée par énormément de lanceurs d'alerte et de scientifiques en France, bien sûr, avec tout ce qui a été fait, par exemple, autour du Conseil scientifique indépendant, mais c'est pas le seul canal d'accès, bien entendu, à l'information. Et la seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas assez finalement de partis politiques. On nous a souvent reproché, à nous les scientifiques critiques, d'être uniquement finalement à coquiner avec une droite qui serait fatalement totalitaire, l'extrême droite la pire, celle dont on dit voilà, qu'elle représente un nouveau Vichy en France aujourd'hui. Tout ça, c'est évidemment complètement faux, c'est des foutaises sans nom. Mais surtout, il se trouve qu'on a toujours cherché, nous, en tant que scientifiques, à s'adresser à tous les partis, en réalité, parce que la cause de ce qui s'est passé pendant le Covid dépasse largement les frontières entre les partis, mais que, de fait, on pourra également souligner le rôle et le travail de Laurence Muller-Braun au Sénat, mais Alain Houpert également, et puis il y avait avant également aussi Martine Vonner, on s'en souvient. Mais c'est vrai que du côté de la gauche, on a toujours été extrêmement déçus de voir que personne ne prenait ça très au sérieux, et c'est vrai que aujourd'hui, force est de constater que ce sont plutôt les partis conservateurs, disons, qui ont pris ça très au sérieux, comme ça l'a été d'abord aux États-Unis, avec néanmoins quelque chose qui, pour moi, pourrait, pourquoi pas, être quelque chose qu'on importe en France, cette alliance entre les démocrates et les républicains, Robert Kennedy Jr. et Donald Trump, sur ces questions de corruption dans l'industrie pharmaceutique qui nous occupe aujourd'hui avec la chloroquine. C'est évident. Et d'ailleurs, je salue la mémoire de Michel Rivasi. J'ai eu la chance de l'interviewer à l'époque d'une réunion avec les soignants suspendus. C'était vraiment une très grande dame qui malheureusement est partie trop tôt. Bon. Et évidemment, ici, on salue sa mémoire. Je me rappelle d'ailleurs, pour parler des partis de gauche, et sans vouloir faire de l'idéologie, etc., d'une phrase qui m'avait choqué à l'époque de Jean-Luc Mélenchon, qui avait dit que si l'OMS lui disait voilà, que l'injection était obligatoire, eh bien il aurait couru après tout un chacun pour injecter les gens, quoi. Bon, bref, ça démontre la rébellion de ce monsieur, quoi, et des gens de son parti. Hein, Ah oui, LFI aujourd'hui, je pense, est un parti à connotation LFI extrêmement... comme le PS, les Verts, oui, etc. enfin, hein. tous les alliés qui se sont greffés autour de LFI sont des partis aujourd'hui extrêmes, puisqu'ils portent des idéologies extrêmes et qui vont, Et ça, tu qui l'as vu vont en vers le campagne ? dogmatisme. Ah, complètement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que Complètement. en campagne que tu as découvert ? Ah, alors découvert, non, puisque finalement j'avais déjà un peu cette vision-là, mais moi j'ai eu en face de moi une députée sortante, donc enfin voilà, les Verts, qui voulait déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale pour en gros supprimer le droit de propriété, c'est-à-dire permettre à tout un chacun d'aller se promener dans les espaces verts de son voisin. Donc c'est ce qui a même pas été examiné, puisque c'est une aberration totale. Et donc on est dans un espèce de dogmatisme nauséabond, voilà, et puis une sorte de bien-pensance qu'ils souhaitent eux établir. Et finalement, si on déroge finalement à cette espèce de bien-pensance, on est forcément des fascistes et des complotistes. Moi, je tiens quand même à faire remarquer une chose, c'est que le soir de, enfin la veille du premier tour, moi j'habite une toute petite commune, même pas 1000 habitants. Dans la Vienne, dans ma circo. Et donc, ils sont venus
ils sont venus dans les rues, ils ont inscrit des messages donc, dans les rues, voilà, à la bombe, en disant « Ne votez pas facho ». Et ils ont dégradé toutes mes affiches. Toutes mes affiches dans ma circonscription ont été dégradées. Et ça, c'est malheureusement extrêmement classique. Tous les candidats du Rassemblement national ont eu leurs affiches dégradées avec des inscriptions totalement indignes. Moi, on m'a traité de nazi, on m'a traité de facho. J'ai eu le droit à tout et n'importe quoi. Et quand je vois Conspiracy Watch qui me traite de complotiste, d'anti-vax, etc. Moi, j'ai un journaliste de la Nouvelle République qui m'a dit « Mais vous êtes anti-vax ». Non, je ne suis pas anti-vax. Moi, déjà, j'ai tous mes vaccins obligatoires, mais n'empêche que même si j'étais anti-vax, est-ce que ça le regarde? Absolument pas. Et en plus, je veux dire, c'est pas parce qu'on est contre à un moment donné une technologie vaccinale qu'on est anti-vax. Ça n'a aucun sens. Et en fait, on confond comme ça on va dire, les concepts. On s'arroge le droit de faire des raccourcis sur les gens et on leur pose des étiquettes. Et moi, c'est ce que j'ai eu droit. J'ai eu droit finalement à tout ça. J'ai été énormément salie par ces médias mainstream qui prennent même pas le temps de vérifier. Comment ça s'est passé le débat sur France 3? Le débat s'est bien passé, mais j'ai eu le droit effectivement oui, complotiste. À chaque fois qu'il y a eu un débat, j'ai eu le droit un peu aux mêmes choses. Bon, mais moi, j'aime aller sur le fond et donc j'ai pu avancer comme ça sur les questions de fond. Cher Vincent, Emmanuel a parlé de bien-pensance. Est-ce que, justement, dans la science, vous avez pu voir qu'il y avait une forme de bien-pensance qui régnait? Oui, alors en quelque sorte, à partir du moment où le Covid est arrivé, il y avait des choses qu'on pouvait dire, des choses qu'on ne pouvait pas dire. Moi, j'en étais un des premiers victimes quand j'ai dit que le masque servait à rien, que j'ai refusé de porter le masque devant mes étudiants en leur expliquant que d'abord, il y avait des textes de loi qui normalement encadraient la profession des enseignants-chercheurs, qui était justement celle de la tolérance et de l'objectivité. Et qu'en plus, évidemment, il y avait des raisons scientifiques très fortes déjà à l'époque. On savait que le masque servait à rien. Enfin, ça avait été démontré depuis un siècle. Moi, je suis revenu dans mon bouquin avec Ariane sur donc le débat interdit, sur l'idée que déjà en 1918, au moment de la grippe espagnole, on avait déjà testé toutes les fameuses mesures non pharmaceutiques en fait qu'on a retestées aujourd'hui. Et on savait très bien que ça marchait pas, puisque les gens mouraient tout simplement de ne pas être soignés, ce qui a été exactement le cas pendant le Covid. Beaucoup de gens sont morts de n'avoir pas pu être soignés. Et donc effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a eu une sorte de chape de plomb. Alors c'était moins finalement, je pense, une bien-pensance qu'une véritable idéologie qui était en train de se mettre en place, exactement la même que celle qu'on avait vécue, je pense, dans les pays de l'Est à l'époque de l'Union soviétique et des pays des blocs de l'Est. D'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de quelques personnes qui venaient des pays de l'Est, qui étaient venus comme réfugiés politiques. J'ai un ami, je le salue, roumain, qui est venu comme réfugié politique à l'époque de Ceausescu, et la première chose qu'il m'a dite quand on s'est rencontrés, c'est mais dès que ça a parlé, j'ai tout de suite reconnu le style, la manière avec laquelle tout ça a été introduit. Et à la faculté, c'est bien ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas remettre en cause. C'était vraiment une chape de plomb absolument invraisemblable qui était tout à fait de nature tout à fait dogmatique, idéologique et totalitaire. Chose qu'on ne pensait pas être possible en fait en France et à l'université en particulier. Toutes les universités étant normalement censées être protégées justement dans la parole critique, dans le débat. Et cette parole critique et ce débat n'ont jamais eu lieu. Et si on ne disait pas ce qui était raconté tous les soirs aux 20h par le gouvernement, et d'ailleurs, si vous voulez, moi je suis revenu pour ma défense parce que je vais bientôt passer donc, en appel au niveau du CNESER, donc sur l'affaire des masques. Je suis revenu sur l'article qui avait fondé le fait que le HCSP, donc le Haut Conseil en santé publique, avait demandé que les masques soient portés par les enseignants, etc. C'est une truanderie un petit peu comme les autres, parce que c'est ce qu'on a découvert derrière cette idéologie. Et c'est le cas d'ailleurs dans tous les États autoritaires qu'on a connus dans l'histoire. Il y a toujours une fausse science qui est celle, effectivement, dans les États socialistes de l'économie, dans les États, dans l'État naziste et la biologie, etc. Donc il y a toujours une fausse science, en fait, que vous êtes censé répéter. Et si vous ne le faites pas, il vous arrive toutes sortes de bricoles. Donc oui,
Moi, j'ai vu arriver cette espèce d'unanimité dans le fait de répéter les conneries qui étaient soi-disant fondées scientifiquement. Et j'ai été absolument bouleversé et sidéré par ça. On était très peu à se retrouver en tant qu'enseignant-chercheur. Donc Emmanuel, bien sûr, a été parmi les premières. Il y avait Laurent Mucchielli également, donc dans le domaine je dirais de l'université et du CNRS, puisque évidemment à l'hôpital, il y avait Christian, Louis, Didier, etc. Mais à l'université même, il y a eu très très peu de gens qui se sont vraiment engagés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu tout seul à continuer effectivement à avoir eh bien, comme objet d'étude les faux articles, les faux résultats qui sont hélas, comme tu l'as rappelé Mike en début, eh bien, plébiscités par la presse subventionnée, mainstream, tout ça sans aucun débat contradictoire, contrairement à ce que l'ARCOM d'ailleurs normalement prétend surveiller, qu'elle ne fait jamais. Et je rappelle que je crois que c'est CNews qui avait été effectivement condamné par l'ARCOM parce qu'à un moment donné, Yvan Rioufol avait fait une interview de Christian Perrogne, il avait dit voilà, mon Dieu, mais il n'y a pas de contradicteur. Quand bien même Mathieu Molimar, qui a défendu l'article des 17 000, qui est une fraude absolue, n'a jamais eu de contradicteur quand il passait sur les médias. Alors, revenons au début. Voilà, la crise sanitaire, on va utiliser le mot crise sanitaire, parce qu'après ce sera sur YouTube. Et donc, ça arrive. Les pouvoirs publics ne savent pas quoi faire. Un professeur montre son bleu bout de son nez, le professeur Raoult, il parle de l'hydroxychloroquine. Vous êtes de la région du professeur Raoult. Cher Vincent Pavard, comment ça s'est passé? Comment le professeur Raoult, à l'époque, a-t-il soigné? Alors, il a commencé effectivement par suivre ce qu'ont fait les Chinois. Professeur Zhong, qu'il a très vite cité, puisque la Chine était en avance, si on peut dire, sur cette crise Covid, et donc avait déjà testé, parce qu'ils font eux aussi ce qu'on appelle du repositioning, c'est-à-dire que pour soigner une maladie nouvelle, on va quand même chercher les anciennes molécules, voir si par hasard ça pouvait pas marcher. Et donc parmi les anciennes molécules qui marchaient in vitro, c'est-à-dire pour lesquelles on avait des preuves in vitro que ça s'attaquait au virus, il y avait la chloroquine. Et donc Raoult a repris, puisqu'il a beaucoup de contacts avec les Chinois, il a quand même travaillé avec les Chinois, donc cette idée de chloroquine qu'il a mixée avec donc de la l'azithromycine, qui est un antibiotique avec des effets antiviraux. Et donc, il a proposé comme ça ce protocole qu'il a très tôt dévoilé. Et donc, il y a la fameuse vidéo que tout le monde lui reproche qui s'appelait, le titre c'était Fin de partie. Parce que effectivement l'IHE avait déjà créé sa chaîne dans laquelle effectivement il faisait régulièrement l'information scientifique pour un peu pour tout le monde, et donc il dit bah voilà, en gros c'est fini parce que on sait que les Chinois l'ont recommandé, on sait que ça marche in vitro, et nous on a commencé à le tester, donc c'était à l'époque sur quelques dizaines de patients. On voit qu'il y a une baisse astronomique de la charge virale, donc voilà, on sait qu'on va pouvoir non seulement en faisant baisser la charge virale diminuer la contamination, mais évidemment aussi les effets pathogènes du virus. Donc ça se passe fin février, moi je me souviens très bien, j'ai vu la vidéo, et comme effectivement il était à Aix-Marseille Université comme moi, j'ai tout de suite écrit un mail à Didier Raoult pour dire d'abord merci, c'est assez rassurant déjà dans un contexte qui était quand même un petit peu anxiogène. Et donc Didier Raoult était connu à l'époque à Marseille comme étant, et il l'est toujours, c'est quelqu'un qui a une stature nobélisable. C'était pour ça qu'il y avait énormément de respect, il y a toujours du respect à Marseille pour les gens, j'allais dire intelligents entre guillemets, hein, qui ne sont pas devenus complètement hystériques avec cette crise, parce que c'était vraiment le plus grand, et ça reste à Marseille le plus grand. Et donc le protocole était plébiscité en gros par les Chinois. Il l'a repris, il l'a complété, parce que lui-même c'est un de ceux qui a le plus dosé la chloroquine en fait en France et peut-être au monde même. C'est ce qu'il dit et on a toutes les raisons de le croire. Et par conséquent, c'était effectivement fin de partie. C'était vrai. Fin de partie quoi. C'était fin de partie. Ouais, c'était vraiment fin de partie. Si on avait utilisé massivement le protocole Raoult, et quand Didier l'a utilisé massivement, par exemple dans les EHPAD. À Marseille, on a refusé de soigner les gens en EHPAD, hein. C'est pour ça qu'on a fait le protocole Rivotril, soit dit en passant. Il a divisé par 2 la mortalité. Donc effectivement, il a ramené la létalité au niveau d'une grippe saisonnière. Et donc c'était effectivement fin de partie, et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait à ce moment-là. Cher Emmanuel, on sait combien coûte le protocole Raoult par rapport à l'injection ?
Alors, moi, je sais pas chiffrer, hein, mais Mais j'imagine que là c'est qui beaucoup moins par ah rapport à mais l'injection. tout à fait parce C'est que pas, ça se compte pas en 40 milliards, quoi. non, non, mais une boîte de Plaquenil, je crois que c'est même pas d'euros, en fait. Aujourd'hui, Pfizer, vend son injection à hauteur de 17 €, il me semble, à la Commission européenne, la dose. Donc bon, on peut imaginer, voilà, On peut un beaucoup ratio, de 3 à 4. évidemment des choses qu'on n'imaginera pas, hein. C'est juste, on donne juste des faits concrets. Et donc du coup, voilà, professeur Raoult a créé ce protocole. Et qu'est-ce qu'il en est venu ensuite? C'est-à-dire qu'il a eu, j'imagine, tout le mainstream, enfin tout le système qui allait contre lui, parce qu'il ne fallait pas que ce protocole soit utilisé par l'ensemble des Français. Alors, moi, je sais pas, je veux pas rester dans je peux pas, dire, faire des hypothèses, une réalité, il y a eu, des études, hein, qui ont été menées, notamment l'étude Recovery. Le problème après, ça a été, la question du dosage, hein, les doses de charge, les doses de maintenance. C'est-à-dire que des fois, quand on a un médicament, bon, on a tendance des fois à donner, au tout début pour, booster un petit peu l'organisme, voilà, une certaine dose, une dose un peu au-dessus, puis après revenir à une dose, classique pendant une certaine durée. C'est ce qu'on appelle une dose de maintenance. Donc il y a tous les aspects de pharmacocinétique après derrière qui permettent de savoir est-ce que ou pas, est-ce qu'il y a un seuil de toxicité qui a été franchi, et cetera. Il y a des suspicions par rapport au protocole, Recovery, à l'essai Recovery, qui a été mené donc en Angleterre. Il y a eu Solidarity, il y a eu Discovery, il y a eu pas mal, on va dire, d'essais. Hem, Tant est-il que, alors je pense que les choses ne sont pas forcément binaires, hein, je pense que du fait qu'il y a pas de standardisation, en fait, au niveau des cohortes qui sont testées, en termes, par exemple, en termes d'âge, en termes de masse corporelle, en termes voilà, d'antécédents médicaux, on comparer, des choses entre elles, ça me paraît enfin, scientifiquement, ça me paraît compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, les essais cliniques, en tout cas la comparaison d'essais cliniques, je pense c'est un domaine qui se cherche encore, qui doit évoluer dans un certain sens Mais pour, voilà. malgré tout, donc, comme l'a dit Vincent Pavon, à la suite de ça, c'était fini en fait. C'était l'équivalent d'une grippe saisonnière. Fini non, parce Pourtant, le que système a décidé que ce n'était pas beh, une grippe saisonnière. fini non, parce qu'en fait, justement, ils ont essayé de le tester à large échelle, en D'accord? fait, sur des plus grandes cohortes, parce qu'on reprochait justement à Didier Raoult de l'avoir testé sur des petites cohortes. Et donc c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'a été mené l'essai Recovery. Mais par contre, les dosages de l'essai Recovery ne correspondent pas aux dosages, en fait, pratiqués par le protocole du professeur Raoult. Donc Oui, c'est je vais très, voilà. rajouter l'idée qu'on a voulu descendre la chloroquine et le protocole Raoult, c'est assez clair en fait, c'est évident. Bon, on peut refaire rapidement. Il y a le fait que Agnès Buzyn l'avait mis en prescription, non plus en vente libre. Il y a eu après le Lancet, l'affaire du Lancet, on le sait, qui a permis à Véran de l'interdire. On a critiqué l'idée que Didier ne faisait pas des essais en double aveugle, donc la méthodologie, etc., pour arriver à la fin donc à cet article sur les 17 000. Bon, on peut pas D'où vient cet article justement des 17 000? Alors justement, et c'est vraiment ça la véritable question, en fait, hein. Alors on peut penser effectivement à des manipulations autour de cette molécule, hein, de façon fondée, ou moi je rentre pas dans ce débat, en fait. Tant est-il qu'on a un article de recherche qui est sorti en janvier, donc qui a été paru en décembre, donc qui a fait la une de tous les journaux, hein, français, qui s'est même exporté aux États-Unis, en Chine, et dans lequel on disait, ben voilà, regardez, l'hydroxychloroquine, c'est une molécule dangereuse, puisqu'en fait, elle a tué au moins 17 000 personnes. Ça a été ça le message qui a été véhiculé, notamment dans C'est à vous, dans l'émission C'est à vous par Mathieu Molimar, qui a vraiment bénéficié d'une très très large tribune. Et puis derrière ça, il y a eu une manipulation politico-médiatique, dans le sens où Olivier Véran, Sacha Houlié, hein, député de la Vienne, hein,
c'est chez moi. Donc, c'est servi en fait de cet article pour dire bon, bah écoutez, on est obligé de faire passer une loi, un article de loi liberticide qui restreint la liberté d'expression des scientifiques. Parce que regardez, l'hydroxychloroquine, ça a tué. Didier Raoult, c'est un charlatan. Voilà, on a des scientifiques dans le monde comme ça qui sont hyper dangereux, donc il faut les faire taire. Et puis, donc, on muselle les gens. Qu'est-ce que dit cette loi ? C'est la loi, justement, c'est l'article 4 de la loi contre les dérives sectaires qui part je pense, d'une bonne intention aussi, parce que les dérives sectaires sont aussi un problème dans notre pays. Mais en fait, on ne peut pas aller accuser tout le monde, tout et n'importe quoi, d'aller dans une dérive sectaire. Et c'est, je pense, ça le mal de notre époque, c'est que dès qu'on pense différemment, dès qu'on a une autre lecture, on est forcément dans une dérive sectaire. Bah justement, cher Vincent, quelles sont les conséquences dorénavant pour vous qui êtes maître de conférence à Aix-Marseille à cause de cette loi ? Ah bah justement, enfin ça a été très bien décrit par Didier, par Louis, etc. C'est que si à un moment donné vous dites, bah voilà, le vaccin a des effets secondaires, il n'est pas efficace, et donc si vous avez un Covid, vaut mieux prendre de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine ou de l'ivermectine, vous pouvez parfaitement être attaqué devant les tribunaux pour avoir dit ça. Donc c'est vraiment une loi qui cherche à... Et d'ailleurs, bon, ce qui est différent, c'est une loi anti-Raoult. Il l'a dit très clairement, et sur la base de l'article des 17 000, justement, il a dit il faut interdire effectivement à Didier de publier, parce que ce qu'il faut bien voir dans la généalogie de l'article sur le 17 000, à un moment donné, il y a l'idée qu'il faut répondre à Didier Raoult sur l'article qu'il a lui-même produit, sur les 30 000 justement personnes qu'il a prises en compte pour voir si le protocole Raoult était efficace. Voilà. Et donc il montre avec cet article sur les 30 000 que, en gros, on divise par deux la mortalité avec l'hydroxychloroquine, et il fallait répondre à ça pour faire passer cet article 4 justement dans la loi sur les dérives sectaires. Et donc oui, c'est vraiment une épée de Damoclès qui pèse sur, qui menace. Mais qui juge en fait si ce que vous en tant que scientifique dites, je sais pas moi, à l'université d'Aix-Marseille, qui juge que c'est vrai, c'est faux, que c'est une dérive sectaire, qui le fait en fait? Mais justement, en fait, cet article de loi, et comme l'a mentionné Edwige Diaz à l'époque Edwige Diaz, députée RN. Oui, députée RN et vice-présidente du Rassemblement national, en fait, c'est une loi qui pénalise l'expression, toute forme d'expression des lanceurs d'alerte. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'on est un lanceur d'alerte tant qu'on n'est pas reconnu en tant que tel. Tant qu'on va dire... L'histoire nous a montré que, oui, effectivement, comme par exemple Irène Frachon vis-à-vis du Mediator. Donc, par exemple, si cette loi a été passée en fait, au moment où Irène Frachon a alerté sur le Mediator, Irène Frachon sera actuellement en prison. Voilà. Donc, c'est extrêmement grave, puisque finalement, aucun scientifique ne peut plus dénoncer des choses, par exemple, qui transparaissent, notamment, par exemple, dans les bases de données de la NSM, dans les bases de données de pharmacovigilance, etc. Voilà. Mais dans les faits, comment ça se passe? C'est-à-dire que, par exemple, vous, Vincent, c'est une condamnation pénale. Vous dites quelque chose, voilà, vous dites, je sais pas moi, quelque chose qui va pas dans le sens du vent. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'État qui juge? C'est votre université? C'est un élève qui écrit un courrier au doyen? Comment ça se passe? Oui, alors effectivement... Ce que dit Emmanuel est vrai, il y a le texte, l'article 4, ça va être une loi pénale, mais vous avez toujours en parallèle ce principe de double juridiction qui est la justice disciplinaire universitaire et la justice pénale. Les deux, vous pouvez très bien être jugé pour la même chose, à la fois en justice disciplinaire et en justice pénale, et avoir deux condamnations, une par l'université qui vous révoquerait, et une effectivement par le tribunal judiciaire qui vous condamnerait donc au pénal, à de la prison, etc. Et donc effectivement... en termes de justice processuelle universitaire, il n'y a que deux personnes qui peuvent engager des poursuites contre un enseignant-chercheur quand il a manqué quelque part à la déontologie ou à l'esprit universitaire, c'est le ministre de l'enseignement supérieur ou le président de l'université. Et lui, il peut le faire quand il veut, si vous voulez. Il suffit juste qu'il ait été prévenu par on ne sait qui. Ça peut être effectivement un usager de l'université, un étudiant, ça peut être un collègue, ça peut être un journaliste, ça peut être n'importe qui, en fait, qui dit, ben voilà, monsieur Pavant était en réunion publique à tel endroit, à tel moment, il a dit tel propos. Ces propos sont inacceptables au regard de la parole des enseignants-chercheurs en termes d'information au public, parce qu'il y a quand même une loi qui est la loi
L131-7 qui dit que les enseignants-chercheurs ont aussi mission à s'adresser en fait à la société civile pour l'éclairer de leurs connaissances dans éventuellement ce qui va être après un débat public sur des prises de décision de santé publique ou de politique économique. Parce qu'en fait, ce qu'on a vécu en termes de crise sanitaire, ça existait déjà dans le domaine de l'économie où des économistes venaient nous dire que les lois de l'économie faisaient qu'on ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'on faisait. Et donc là, il y avait toujours eu besoin, il y a toujours eu une parole universitaire critique en termes d'économie. Les économistes sont souvent des universitaires économistes, des gens qu'on invite sur les plateaux télé pour commenter, etc. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez parfaitement être à la fois condamné au pénal. Donc là c'est vraiment la nouvelle chose. Et quand vous êtes jugé par contre à l'université, vous êtes jugé par vos pairs. Alors, ce qui fait qu'on a une forme de justice d'exception qui est un petit peu la même que celle qu'on a au Conseil de l'Ordre. C'est-à-dire qu'au Conseil de l'Ordre, vous avez un collège, si vous voulez, de médecins qui est encadré par un juge du tribunal administratif néanmoins et donc qui vont décider ou pas si vous êtes coupable d'un manque à la déontologie. Donc, c'est la même chose, si vous voulez, en justice processuelle universitaire. Ce sont vos collègues qui vous jugent. Donc, ce n'est pas des magistrats professionnels. Donc ça, c'est important de le souligner parce que, en général, en termes de procédure, moi j'ai vécu, en termes de procédure, c'est vraiment parfois n'importe quoi, tellement arbitraire même qu'on ne sait plus quoi faire. Il y a très peu de recours qui sont possibles parce que c'est sorti du droit, justement, administratif pour rester dans une espèce de no man's land, justement, judiciaire. Et donc, vous risquez... pour des raisons assez arbitraires, et Emmanuel le sait très bien, d'être pris dans des processus de jugement, en fait, pour des raisons qui sont pas très claires. Donc oui, l'épée de Damoclès, elle est à la fois le pénal, maintenant, et le disciplinaire à l'université. Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat scientifique possible en France en 2024. Tout à fait, il n'y a plus de débat scientifique. Ça fait partie, bien sûr, des restrictions de liberté fondamentale aussi, puisque la liberté d'expression est une liberté fondamentale. Et puis, surtout, la science se nourrit dans le débat. Le débat permet de confronter des idées, des arguments, de pouvoir faire avancer les choses dans un débat construit et constructif. Bien sûr, il faut cette volonté aussi d'aller vers une voie constructive. Mais là, aujourd'hui, justement, ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, on le voit, en fait, à la suite de cette rétractation, il y a eu bon nombre de tensions qui se sont cristallisées avec des montées, en fait, en tension et en pression et en violence verbale sur les réseaux sociaux entre, on va dire, les pro-Raoult, même si j'aime pas du tout appeler les gens comme ça, ou alors les anti-Raoult. Et on a l'impression d'avoir deux camps qui se confrontent un peu dans une guerre des clans, ce qui est assez... moi, je trouve ça quand même assez inquiétant. Parce que je pense que de toute façon, les choses ne sont pas forcément binaires. Il n'en reste pas moins que la politique s'est servie de la science, et là, pour le coup, d'un article frauduleux. Et il n'y a pas de retour en arrière. Et donc ça, c'est complètement inacceptable. Et le ministre qui devait juger si... je sais pas moi, si ce que dit Monsieur Pavan ou toi, Emmanuel, est juste ou pas, c'est un scientifique ou pas? De toute façon, les enseignants-chercheurs sont évalués par leur pairs. Non mais le ministre en question là, parce que qui a pondu ce truc là, cet article 4, lui c'est pas un ministre, lui, c'est pas un scientifique lui. Non, mais de toute façon cet article-là, la loi contre c'était juste un type de l'ENA, de la technocratie, voilà. Ça fait partie en fait d'une loi que la Macronie souhaitait faire passer depuis très longtemps, parce que ça permet de museler bon nombre de scientifiques, les scientifiques. Et de pouvoir conserver leurs mains sur la propagande. Donc voilà. Donc, cher Vincent, il y a cet article qui explique que professeur Raoult est responsable d'un quasi-génocide, d'un 17 000 morts, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, il est toujours libre. Je crois qu'il a pas été jugé d'ailleurs. Parce que quelqu'un qui a tué 17 000 personnes, c'est chaud quoi. Oui, bon, cet article est tout à fait ridicule parce que justement... Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit cet article? Il a le titre 17 000 personnes qui sont mortes de l'hydroxychloroquine, mais qu'est-ce qu'il dit exactement cet article? Alors c'est une espèce de fausse facture de la chloroquine, si vous voulez. C'est-à-dire que vous présentez un espèce de bilan comptable de quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Ouais, c'est ça. Alors le principe de l'article, je vais essayer de
de le résumer rapidement pour les auditeurs, c'est-à-dire qu'il y a cette étude qu'a mentionné Emmanuel sur Recovery, donc où on met en place un protocole dans lequel on essaie de tester l'hydroxychloroquine, mais dans des conditions assez aberrantes d'abord, puisque d'abord effectivement la dose de charge était toxique. Et en plus, on le donnait à des gens qui étaient en fin de vie. C'est-à-dire, c'est vraiment au dernier moment, juste avant qu'ils meurent. Donc, ce qu'a toujours contesté Didier en disant que c'était un traitement précoce avec un dosage qui plus est, qui n'était pas du tout celui qui était donné par Recovery. Et donc, en fait, sur la base de cette étude un peu contestable, on va dire, on arrive à l'idée que les gens qui sont soignés par hydroxychloroquine pour le Covid mourraient plus que les autres. Autrement dit, il y a un effet potentiellement létal de l'hydroxychloroquine sur les gens qui le prennent pour soigner leur Covid. Et donc, cet indicateur de surmortalité, il est donné via un indicateur statistique qu'on appelle le rapport de Cotte, l'odds ratio. Et en fait, cet odds ratio, il est estimé à 1,11. Alors, c'est un truc assez technique, si vous voulez, quand on fait un peu des statistiques, qu'utilisent beaucoup, justement, les gens qui font de la pharmacologie pour essayer d'évaluer l'efficacité des traitements. Mais ce truc-là, personne ne le comprend. Ça veut dire quoi, un rapport de Cotte qui est à 1,11 ? Alors, le gars dira oui, il y a une surmortalité de 11%. Alors c'est même pas le cas parce que le gars et les gens Le gars, qui ont... c'est l'auteur. Hein. Le gars c'est l'auteur et bon, le gars Molimar ne savent même pas eux-mêmes ce que c'est qu'un rapport de Cotte. En fait, ils savent absolument pas l'utiliser. Preuve qu'effectivement c'est un truc un peu technique. Et donc ils se sont dit, plutôt que de parler d'un rapport de Cotte à 1,11 que personne comprend, on va essayer de transcrire ça en mort sonnant et trébuchant quelque part pour que les gens se rendent compte de ce que ça peut vouloir dire. Et donc, ils ont pris des cohortes hospitalières dans lesquelles on avait administré donc de l'hydroxychloroquine à des patients Covid. Ils se sont dit, si on applique ce rapport de Cotte de 1,11 à ces cohortes de patients dans les hôpitaux qui ont pris de l'hydroxychloroquine, combien ça pourrait théoriquement signifier de mort là-dedans. Bon. Sauf que c'est un calcul qui est complètement fallacieux parce que Emmanuel en reparlera, il y a plein de fraudes, on ne va pas revenir dans le détail, mais surtout il est complètement tautologique d'abord. C'est-à-dire que vous dites, si je suppose que l'hydroxychloroquine est mortelle parce que ça a été le cas dans le protocole Recovery, alors je vais montrer qu'il est mortel. Donc c'est une espèce de blanchiment d'hypothèse d'abord. Et d'autre part, en réalité, quand vous regardez bien, donc sur ces 17 000 morts, il y a personne en fait. C'est-à-dire que c'est des identités fictives. Et donc justement une question que Xavier Azalbert avait posée donc à l'éditeur. Xavier Azalbert, patron de François. Patron de François, qui est intervenu avec Christian Perron, avec Martin Zizi, etc. Pour faire une letter of concern, donc qu'on a faite également avec Emmanuel, alors de notre côté. Hein. Pour alerter sur tous les problèmes que posait cet article, Xavier Azalbert a bien dit « Ok, vous me dites donc que l'hydroxychloroquine a tué tant de personnes en Angleterre. » Parce qu'il y avait 200 personnes en France, quelques milliers, je crois, en Angleterre. Et Xavier Azalbert a dit « Mais ils sont où, juste ?» Nous, on veut les noms, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, vous me dites, voilà, il y a eu 1700 personnes qui sont mortes en Angleterre à cause de l'hydroxychloroquine. On veut les noms, on veut savoir qui c'est, on veut pouvoir débattre, etc. Mais en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un calcul purement fictif. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a absolument aucun mort à mettre derrière ces 17 000. Didier Raoult avait dit que c'était une fantaisie. Mais bon, c'est bien pire que ça. C'est-à-dire que c'est une fausse facture. C'est-à-dire que vous présentez un bilan comptable de quelque chose qui n'a jamais eu lieu et il n'y a jamais eu, effectivement, de mort. Vas-y. Tu voulais rebondir ? Oui, je vais rebondir. Effectivement, en fait, ce qu'on peut voir, alors, nous, on a des preuves, hein, en fait, on a plusieurs éléments qui nous montrent que cet article, c'est une fraude scientifique. Et une fraude scientifique a été couverte par l'ensemble des médias mainstream. Donc, oui, parce qu'il y a eu énormément de médiatisation. Ah oui, une médiatisation. Elle a reçu une tribune qui dépasse largement toutes les autres études scientifiques. Hein. Donc même l'étude des 30 000 de Didier Raoult n'a pas reçu du tout un quart, un dixième de cette tribune. Donc finalement, on se rend compte que il y a des données qui ont été fabriquées, du moins en tout cas c'est notre lecture. Le résultat, 17 000 morts, le résultat, il y a 76% qui repose sur le nombre d'hospitalisés aux États-Unis entre mars et le 17 juillet 2020. Alors les auteurs disent, en fait on est allé interroger comme ça la base de données du CDC, donc la base de données officielle des autorités américaines, et on a récupéré, donc on sait que dans cette période on a 880 037 hospitalisations aux États-Unis durant cette période. Alors on est un petit peu embêté
parce que en fait, le CDC a reconnu que les remontées n'avaient pas été faites. C'est quoi le CDC? Le CDC, c'est l'équivalent de Santé publique France. D'accord. Et le CDC a reconnu que les remontées étaient totalement incomplètes et n'avaient pas été faites aux États-Unis entre mars et juillet. Si bien que quand on extrait la base, en fait, on a à peu près 46 000 hospitalisations. Et ça, c'est pas possible, voilà, parce que ça paraît pas réaliste d'un point de vue à l'échelle, en fait, la taille du pays, si on compare, par exemple, à l'échelle de la France. Mais en fait, bon, peu importe, j'ai envie de dire, mais tant est-il qu'en fait, on retrouve la fabrication des 880 000 avec un tour de passe-passe au niveau des chiffres. Ils ont fabriqué des données. Ils ont fabriqué notamment des... Alors, c'est qui? C'est les auteurs. Alors, les auteurs, leur nom? Pradel, alors... qui sont-ils? Ce sont des universitaires de Lyon. Et D'accord. dedans, et c'est pour ça que moi, je suis très, très en colère aussi, c'est que dedans, on a une... C'est quoi leur spécialité? C'est la pharmacologie. D'accord. Et donc de Lyon. De Lyon, l'université Ok. de Lyon. Et le premier auteur de cet article, c'est une jeune étudiante. Donc là, aujourd'hui, elle voit finalement l'article dont elle est un premier auteur, qui a reçu une large tribune, qui est aujourd'hui rétracté et qui devient presque la risée du monde scientifique. C'est comment mettre sa carrière en l'air, en fait. Parce que là, c'est Est-ce qu'on sait si c'est une commande de quelqu'un, d'un État Est-ce qu'on a des soupçons là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, moi, avec le collectif Réinfo Covid et Réinfo Liberté, donc on est allé demander à l'Université de Lyon des comptes. C'est-à-dire que quand Emmanuel m'apprend qu'il y a cet article qui est sorti, quand on commence à regarder un peu le détail des chiffres, des méthodes, etc., on se rend compte que c'est une fraude évidente. Et donc, on va tout de suite demander donc, à Frédéric Fleury, qui est le président de l'Université Claude Bernard Lyon 1, donc, dans laquelle travaillent les auteurs, on va lui dire, attendez, on a un gros problème, c'est un article qui a été extrêmement médiatisé, c'est un article qui a servi... déjà qui servait à l'époque à la fois les débats politiques et les débats judiciaires, parce qu'il a été aussi utilisé en justice, et notamment Xavier Azalbert l'a rappelé, pour faire retirer l'agrément de presse à François. Donc il y avait cette idée que François avait critiqué cet article, et donc on avait dit que François faisait de la fausse information là-dessus. Bon, bref. Et donc on est allé voir le président, je suis allé voir le président Jacques Fleury, après avoir fait une campagne de mailing, en fait, sur les auteurs, parce que les auteurs ont refusé de débattre avec nous. C'est-à-dire que y a normalement dans la charte de Singapour, d'ailleurs, l'idée que quand vous publiez un article, vous en êtes responsable, d'abord, première chose. Et deuxième chose, vous devez vous tenir à disposition de la communauté. Si la communauté veut débattre avec vous, vous devez leur transmettre vos données, de sorte qu'ils puissent reproduire ou pas vos résultats, et vous devez vous engager dans un débat contradictoire pour que justement le débat scientifique puisse avoir lieu. Donc on avait demandé avec Emmanuel ce débat contradictoire, en leur signalant les erreurs que nous on avait relevées, en fait tout ce qui était absolument non reproductible, et on n'a jamais eu de réponse. Donc on est allé voir, je suis allé voir le directeur, et le directeur ne m'a pas reçu. J'ai été reçu par 2 vice-présidents et le chargé de com de la fac de Lyon qui m'ont dit « Monsieur des libertés académiques, après tout, l'article a été accepté pour publication dans la revue, donc circulé, il n'y a rien à voir. Et on n'est pas responsable du fait que les médias s'en emparent. » Donc en fait, en disant, bon, en gros, l'université, tout va bien, il ne se passe rien. Et je pense que quand même, le fait que les médias s'en soient emparés, c'est parce les médias l'ont reçu entre les mains. C'est pas les médias qui sont allés chercher l'article, ça j'y crois pas du tout. Évidemment, c'est ce que les journalistes n'y pipent rien. Non, ça faut dire les choses. Non, mais surtout que l'article est sorti le 2 janvier, et le 3 janvier, Libération faisait déjà ça, et ça va très vite, à peine une semaine après, c'est déjà aux États-Unis dans Newsweek pour accuser Trump d'avoir tué des gens à cause de ça. Donc en fait, effectivement, Emmanuel avait repéré d'ailleurs que cet article avait d'abord eu une première forme de communication en 2022 sous forme d'un poster. Bon. Et il a été utilisé très rapidement par beaucoup de monde qui ne savait pas comment il avait été construit. Très tôt, il y a eu, de la part d'Emmanuel, de moi-même et d'autres, Christian Perron, Azalbert, etc., des réserves extrêmement fortes. On a très vite réagi sur les CSI notamment.
Et donc, malgré ça, rien, il ne se passe rien. Et c'est extrêmement curieux. Donc, nous, on avait très vite demandé une enquête. Et un des problèmes dont on s'est rendu compte par la suite, c'est que le président, Frédéric Fleury, est président de Lyon 1, donc Claude Bernard, est un ancien membre du labo des auteurs. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'ai compris, du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y a une forme de protection qui se met clairement en place contre, effectivement, l'idée d'aller chercher comment il a été écrit, parce qu'il y a quelque chose aussi de très surprenant, c'est que il y a 6 ou 7 auteurs, je crois, dont effectivement le gars qui est ce qu'on appelle l'auteur correspondant, qui est un petit peu le plus expérimenté de l'équipe. Il y a effectivement des jeunes internes, donc Pradel, premier auteur, etc. Mais celui qui va en parler le plus, qui aujourd'hui essaie d'éteindre les incendies, c'est Mathieu Molimar de Bordeaux. Bon. Mais Qui n'est pas auteur. Qui n'est pas auteur. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Enfin bon, pourquoi est-ce que tout d'un coup, c'est lui qui va un petit peu au front? Pourquoi est-ce que c'est lui qui en a fait la promotion? Enfin bon, on comprend pas. Donc il y a effectivement des faits de sachant que, et là on va revenir à des choses assez précises, Molimar fait partie de ce qu'on a appelé le groupe Jomier, c'est-à-dire un groupe structuré dirigé par Bernard Jomier, donc au Sénat, avec Karine Lacombe, avec Molimar, avec des gens comme ça qui sont chargés donc Guillaume Limousin, des gens qui sont chargés d'organiser, qui ont été chargés d'organiser en fait, la campagne contre la chloroquine. Alors, on va continuer à en parler, mais avant ça, le Bobino. Et continuez à soutenir Radio Courtoisie pour que nous ayons des émissions libres comme celle-ci et de l'information libre. N'hésitez pas aussi à commenter, à poser vos questions à nos 2 amis ici présents. Je lirai toutes vos questions, évidemment pertinentes. Voilà, je les lirai. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à écrire des mails, à appeler. Patrice est ici présent. Il prendra. Il est là pour tout prendre. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça a fait... Moi, quand j'ai entendu cette information sur 17 000, Ouais. et les gens ont pris ça pour argent comptant. Moi, je voyais... ça a ébranlé quand même une partie de la population. Ah mais complètement. Et puis ça, je veux dire, il y a eu beaucoup. Cette information a été utilisée énormément aussi dans la sphère politique. On l'a entendu notamment pendant les européennes, quand Valérie Ayer, Renaissance, explique à la fin du débat, dit à Jordan Bardella, vous êtes à la politique ce que Didier Raoult est à la médecine. En fait, ils se sont servis de ça aussi pour décrédibiliser des gens. Et c'est ça vraiment qui est le plus indigne, je pense, dans cette affaire. C'est qu'en fait, on utilise une manipulation scientifique, on l'utilise dans un cadre politique pour aller insulter, décrédibiliser des gens, comme ce que j'ai pu voir pendant les législatives quand les médias m'ont complètement calomnié. Et c'est pour ça que moi, ce que je pense très sincèrement, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir tenir on doit pouvoir tirer les leçons de tout ça. Et je pense que autant aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est une vraie séparation entre la politique et la science. C'est-à-dire que les Pourquoi elle politiques... n'existe pas, ça? Non, elle n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? La science, déjà, les budgets de la science sont votés déjà par le gouvernement. Et puis, surtout, les subventions des laboratoires, qu'ils soient CNRS, INRIA ou peu importe, viennent du gouvernement. Alors, effectivement, après, il y a toujours des partenariats publics-privés qui renforcent tout ça. Mais la véritable question, c'est est-ce que les enseignants-chercheurs sont-ils réellement indépendants? Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que non, ils ne sont pas indépendants. Et que finalement, ils servent, on peut s'interroger s'ils servent ou non les intérêts d'un gouvernement en place, au même titre que, par exemple, on peut s'interroger sur la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'État. Donc, ces personnes qui ont écrit ce rapport sur les 17 000 supposés morts, elles font quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de... On n'a plus de nouvelles d'elles. On n'a plus de nouvelles. Non. On sait plus. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est consterné, Emmanuel et moi-même, du fait que, justement, aujourd'hui, celui qu'on entend le plus pour essayer d'éteindre l'incendie de la rétractation, c'est Molimar. Mais on n'a absolument pas. Donc la RTS, qui est la radio-télévision suisse, qui avait interviewé le gars, donc l'auteur correspondant, au moment où l'article était sorti, il faisait un peu le buzz, etc.,
pour le coup, a été assez honnête en disant, bah voilà, maintenant l'article est rétracté, et ils terminent leur article en disant, on a cherché à contacter le gars qui n'a pas répondu à nos questions. Voilà. Donc en fait, c'est des gens qui, à mon avis, surtout maintenant font les morts, entre guillemets. Moi, je vais retourner à Lyon pour redemander à Frédéric Fleury d'ouvrir une enquête en disant, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, etc., etc. À mon avis, j'ai aucun espoir d'obtenir quoi que ce soit. D'abord parce que le président Fleury est en fin de mandat, c'est son deuxième mandat, il sera pas réélu, donc il va pas 4 mois avant la fin de son mandat s'engager dans une procédure qui plus est, qui va mettre en cause son propre labo. Si vous voulez, j'ai pas de doute là-dessus, mais en fait, on sait pas où ils sont passés. On sait pas, et on n'a jamais su où ils étaient. C'est vraiment. Bon, alors des charges, voilà, on est fin août aussi, donc il faut pas non plus. Je suis bien, mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas eu de réaction. Alors, on n'a même pas eu de réponse. Hein. Moi, j'ai envoyé 3 mails très courtois à Monsieur Lega, et je n'ai eu aucune réponse. Comme on n'a pas eu de réponse de l'éditeur. Et l'éditeur, là aussi, c'est très problématique sa façon d'agir, parce que il y a eu plusieurs lettres de préoccupation qui ont été envoyées à l'éditeur. Apparemment, soi-disant, les auteurs auraient répondu, mais en tout cas, on ne voit pas l'ombre d'une seule réponse. Donc, est-ce que l'éditeur cache les réponses? Est-ce que l'éditeur, en fait, est-ce qu'il n'y a pas eu de réponse? En fait, on est vraiment dans le flou, en fait. Hein. Et l'éditeur ne joue pas la totale transparence, ça renforce la défiance, et bien sûr, ça lève tout un flot de questions autour de ça. Et puis, en fin de compte, il n'y a pas eu 17 000 morts. Et ça a été écrit. Et non, il n'y a pas eu 17 000 morts. Alors voilà, il y a eu un nouvel article. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres scientifiques qui ont travaillé là-dessus, sur savoir s'il y a vraiment eu 17 000 morts ou pas? Il y a eu l'article qui est paru, l'information est parue hier, justement par l'équipe de Didier Raoult, Oui. qui montre que l'hydroxychloroquine a sauvé des vies. Donc, finalement, qui va à l'inverse des conclusions de l'article. Qu'est-ce qu'ils disent exactement, hormis qu'il a pas tué 17 000 morts? Qu'il a sauvé des vies, quoi. Ah bah qu'il a sauvé des vies, c'est-à-dire que le rapport de code justement est à 0,5, c'est-à-dire 0,52 pour être précis, c'est-à-dire que vous divisez la mortalité par 2. Ouais, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que là pour le coup, effectivement, très tôt, Didier Raoult avait alerté. Là, c'est les équipes de Didier Raoult qu'on fait ça. Didier Raoult et oui, l'IHU, parce qu'ils avaient mis en place le protocole et qu'ils ont pu l'appliquer en EHPAD, heureusement, sur Marseille assez tôt, et très tôt justement, je crois que c'était dès 2020 en fait. Il montrait qu'entre ce qui se passait à Paris et ce qui se passait à Marseille, au niveau des mortalités en EHPAD, c'était pas la même chose. Et on lui avait beaucoup reproché. Je me souviens d'une interview chez Jean-Jacques Bourdin où il était agressé là-dessus. Et en fait, il disait, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les chiffres sont les chiffres. Et si vous comparez ce qui se passe à Paris et ce qui se passe à Marseille, c'est pas la même chose. Donc, sur l'idée que l'hydroxychloroquine et le protocole de Didier Raoult ont permis de sauver des vies, je crois qu'il n'y a plus de débat possible. Et donc, justement, toute la question, c'est, comme vous le disiez, mais d'où vient cet article sur les 17 000? Pourquoi il est mis en avant? Pourquoi il sort justement juste après l'étude des 30 000 de Didier Raoult? Tout ça paraît tellement bien orchestré au niveau médiatique, scientifique, etc., avec une mise à l'écart de toutes les bonnes pratiques scientifiques, normalement en particulier celles indiquées par celle de Singapour. Donc si vous voulez, il y a tellement un faisceau, on va dire, convergent qui montre que tout ça est une vaste manipulation, dans laquelle d'ailleurs, à mon avis, les auteurs, moi je pense aux jeunes auteurs de cette étude-là, qui ne savaient absolument pas dans quoi ils mettaient les pieds. C'est-à-dire qu'ils ont suivi je pense, Monsieur Lega, qui lui-même a dû être encardé par Monsieur Molimar, qui lui-même, en fait, agissait peut-être sur commande de Monsieur Jaumier, qui lui-même agissait peut-être... Alors, c'est des si, je veux dire, ça fait très complexe, mais en même temps, si on ne fait pas d'enquête pour savoir qui a fait quoi, dans quelles conditions, comment, pour en arriver là, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que formuler des hypothèses qui sont relativement réalistes, parce qu'on connaît tous ces liens d'intérêt quand même des uns avec les autres, mais pour lesquels évidemment on n'a pas de preuves. Donc c'est pour ça que moi j'en veux énormément. Je suis un des premiers défendeurs des libertés académiques. C'est pas absolument pas la question. Mais quand on me dit que cet article-là, il faut le laisser parce que ce serait la liberté académique de pouvoir frauder en fait et de dire et de raconter n'importe quoi, et en plus d'aller dans les médias pour le faire, là je suis plus d'accord. Et c'est ce que j'ai dit en fait aux gens, à mes interlocuteurs de Lyon. Il faut distinguer la fraude d'une étude scientifique mauvaise. Et là, c'est une fraude et on le voit très bien par l'utilisation sociétale qui en a été faite. C'est sorti
très tôt du domaine de la science, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu en discuter. Est-ce que derrière ça, cher Emmanuel, il y a le côté Paris-province? C'est-à-dire que si professeur Raoult venait, je sais pas moi, de l'université Paul Marie Curie de Paris ou Descartes et pas de l'IHU de Marseille, est-ce que peut-être que ça aurait été différent? Moi, je pense pas, parce que Didier Raoult, je dirais, a une renommée internationale, hein. C'est l'un des meilleurs, enfin, c'est le top, c'est le number one, on pourrait dire, dans sa discipline, hein. Alors, je crois pas qu'il y ait une question autour de la provenance, on va dire, mais je pense très sincèrement que c'est plutôt, moi, je vois plutôt des intérêts économiques derrière, hein, bien sûr. Et puis, bien sûr, un peu tout ce qu'on a dit au départ, hein, c'est-à-dire, bon, voilà, vous interdisez finalement une sorte de molécule qui coûte 2 euros, hein, la molécule à 2 balles, hein, pourtant qui marche. Et puis, vous imposez finalement un vaccin à 18 euros, hein. Le calcul, il est assez vite fait, hein. Et donc, À voilà. 18 euros qu'il faut prendre 3 et 4 fois. Voilà, c'est ça. Et Alors puis, que commander en plus en en centaines de millions de doses, hein. C'est presque, on pourrait presque penser à du détournement de fonds publics, hein, très sincèrement, hein. Et je pense que c'est même, il y avait une députée européenne qui avait prononcé justement ces termes-là, hein. Donc voilà. on a les chiffres des coûts aujourd'hui ou pas? Alors moi, j'ai arrêté de suivre en 2023. Bon, alors, question d'auditeur. Quand les gens comprendront-ils que tout ce cinéma des années 2020-2022 autour de la crise sanitaire n'avait pour but qu'une sidération tyrannique des populations complètement manipulées, voire apeurées, à l'instar de tous ces soignants menacés d'être virés, enfin, qui ont été virés, hein, en cas de résistance à la doxa pro-injection? Ouais, je suis assez d'accord avec ça. La vraie question, c'est de voir que le Covid a sûrement été le symptôme de quelque chose de plus important. C'est pour ça qu'on parle de crise, en fait, aujourd'hui. Par exemple, Emmanuel et moi-même avons été donc à l'International Covid Summit, qui est devenu l'International Crisis Summit, pour bien montrer qu'il y a quelque chose de plus fondamental qui se joue derrière ça. Et la vraie question, c'est d'essayer d'identifier tout ce qui s'est joué au moment du Covid. C'était pas seulement la chloroquine, mais il y avait, il y a eu beaucoup de nudge, il y a eu beaucoup de manipulations, on a sûrement testé beaucoup de choses. Et là, pour le coup, c'est très très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Ça, je suis entièrement d'accord. Oui, il y a une dimension d'ingénierie sociétale, de toute manière, hein, qu'on retrouve aujourd'hui dans la vie politique, de façon générale, par rapport aux prises de décision qui sont effectuées. On est de toute façon dans un gouvernement, et qui le montre de plus en plus, et les dernières actualités nous le démontrent encore plus, une forme d'autocratie, hein, voilà, et on pourrait presque penser à une dérive totalitaire, hein, donc voilà. Bonjour à tous et à toutes. Il y a eu une énorme tromperie, et malgré des personnes telles que vos invités, cela va continuer avec la grippe du macaque. Bon. Est-ce que vous avez l'impression, chers amis qui êtes avec moi, qu'on va avoir la crise sanitaire, le retour? On peut pas l'écarter, notamment parce que, vous le savez, a été voté à l'OMS une sorte de règlement sanitaire extrêmement contraignant en cas de nouvelle pandémie, avec une définition de la pandémie à géométrie variable qui peut être à peu près tout et n'importe quoi. On le voit avec le Mpox, donc voilà, le monkeypox, c'est ce nouveau virus. À la fois, on se dit que, bon, vu ce qu'on a traversé pendant le Covid, il y a peut-être plus de gens un petit peu réveillés, avec les yeux ouverts, qui sont moins prêts à se laisser manipuler. Puis en même temps, quand on voit tout ce qui est fait au niveau, justement, juridique à l'OMS, qui est fait au niveau juridique en France, avec justement toutes ces lois qui vont contre la liberté d'expression, et notamment la liberté scientifique, on se dit que c'est pas pour rien. Donc ça va sûrement revenir. Et puis la communication ressemble... Mais complètement. Alors, on a des médias qui prennent des photos de rougeole en disant regardez, c'est le monkeypox. On a Karine Lacombe qu'on retrouve sur BFM TV qui va dire par exemple que le taux de létalité, pardon, est de 8%, alors que quand on fait le calcul, il est de 0,8%. Donc, on retrouve les mêmes codes finalement de ce qu'on a vécu début 2020. Et moi, je suis pas inquiète, parce que dans le sens où, comme tu l'as dit, Vincent, on a de plus en plus de personnes qui sont
quand même qui voient bien quand même un jeu de manipulation presque pervers. Mais n'en reste pas moins que le grand public, bon, qui regarde les médias simplement sans se poser de questions, lui, forcément, peut être un peu naïf et manipulable. Qui voit des gens avec d'énormes pustules, il se dit oh là, ça c'est pas rien quoi. Alors que c'est des boutons de moustique. Ah, en plus. Oui, il y a une esthétisation de l'horreur, en fait, du morbide, qui était déjà... Alors, c'est vrai que le Covid ne donnait pas de rougeur, de pustules, mais là, on a l'impression d'une peste bubonique, en fait, ça fait peur. Et il y a tout un imaginaire qui est développé autour de ça, qui est mis en scène par les médias. Donc, on voit très bien l'aspect de manipulation derrière, qui peut être à nouveau extrêmement délétère, hein, qui peut avoir des conséquences assez atroces. Ah, alors j'ai une question là pour Emmanuel. Bonjour, comment articuler le propos de vos invités du plus haut sérieux et la réponse dérisoire en l'occurrence du RN? Alors, beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie nous disent ah, le RN n'a pas été très franc du collier sur cette période. Je crois que le Rassemblement national a toujours fait preuve, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir, notamment à travers l'engagement de Virginie Joron. Toujours. Ah oui, il faut le rappeler, Virginie Oui. quand même est du Rassemblement national et elle a été le fer de lance Et elle est députée européenne. et voilà, et elle a fait le job. Donc, Et elle a été reconduite par le Rassemblement national. Et tout à fait. Donc, elle a agi pour la vérité. Moi, j'ai pu échanger avec beaucoup de militants, des personnes extrêmement conscientes. Je crois qu'il ne faut pas stigmatiser en disant oui, bon, il n'y a pas eu telle et telle décision. Je veux dire, à un moment donné, on fait aussi ce qu'on peut dans un hémicycle. Il faut en être conscient. Ceux qui gouvernaient, ce n'était pas le Rassemblement national, c'était la Macronie. Donc, il faut remettre l'église au cœur du village. C'est vrai. Quel plaisir d'entendre Emmanuel Darle et Vincent Pavant. Merci à leur participation constante malgré les pressions diverses au CSI. Le CSI d'intervenants qui, avec les explications factuelles, m'ont permis de maintenir mon moral et le cap de la vérité scientifique. À quand le retour de nos rendez-vous hebdomadaires du jeudi soir? Tiens, déjà, à quand le retour? Et ensuite... c'est vrai que vous avez permis aussi, vous deux déjà, et puis d'autres aussi, à certains qui se pensaient seuls, de l'être déjà moins et d'ouvrir les yeux justement. Tout à fait. Alors, on va revenir avec le CSI dès la rentrée. Alors, peut-être avec une fréquence qui ne sera pas hebdomadaire, mais peut-être une fois tous les 15 jours, on va voir. Parce que c'est pas si facile que ça d'organiser de manière sérieuse des émissions sur des sujets d'actualité, justement. Et c'est vrai que le CSI a participé à une parole critique extrêmement bien formulée, et ça a permis effectivement que des gens se sentent moins seuls. Et une des premières missions que s'était donnée, non pas le CSI, mais Réinfo Covid à l'époque, c'était justement de faire en sorte que les personnes qui se sentaient isolées dans leur analyse en fait de ce qui se passait puissent se réunir les uns avec les autres. Et le premier outil qu'on avait financé avec Réinfo, c'était une carte interactive où les gens pouvaient en gros cliquer pour savoir qui était proche de chez moi. Et c'est vrai que le CSI, par les interventions publiques qu'on a notamment animées avec Emmanuel, mais d'autres, en fait, a permis de réunir les gens. Et avant même, si vous voulez, d'être la diffusion d'une parole scientifique à la fois rigoureuse et accessible, les réunions du CSI permettaient de faire en sorte que les gens soient physiquement présents à un même endroit, prennent contact les uns avec les autres et puissent faire des groupes. Et ça a été effectivement une manière de se sortir de l'isolement, parce que justement, ce que disait très bien Hannah Arendt sur le totalitarisme, c'est qu'il s'agit de faire en sorte que les masses soient isolées. C'est des masses isolées, en fait, qui sont créées par des discours où il faut apprendre à se méfier de l'autre. C'était l'inverse de la démarche du CSI et de Réinfo en général. Moi, je voudrais juste réagir parce Vas-y. que le Conseil scientifique indépendant, par essence, donc, a toujours été indépendant. Il n'a jamais été corrélé à Réinfo Covid ou même, voilà. Tous les intervenants, d'ailleurs, moi en tant qu'intervenante, je ne faisais pas partie de Réinfo Covid. J'ai toujours souhaité garder mon indépendance. Ça a été surtout un espèce de dialogue, un espèce de débat entre scientifiques. Ce débat, finalement,
Qui a n'existe interdit, plus hein. par le Et d'ailleurs, législateur. Vincent Pavant en a fait le titre d'un livre, hein, Le débat interdit. Donc, effectivement, et en fait, c'était extrêmement important à un moment donné de pouvoir se poser les questions, de pouvoir se poser autour, on va dire, d'une table et se dire, ben voilà, moi, j'ai pas tout à fait cette lecture, etc. Et on nous a accusés de faire la désinformation alors que, bon, c'était n'importe quoi. Alors que nous, en fait, on faisait des analyses chiffrées, on donnait la parole à des médecins, etc. On a le droit de pas être d'accord. Mais par contre, la moindre des choses, c'est au moins de ne pas s'insulter Ah les bah uns tiens, les autres. ça c'est Voilà. vrai. Alors, j'ai un commentaire très intéressant. Staline, pas mort, lui se contentait d'effacer ses opposants sur les photos. Chez nous, nous effaçons les noms. J'ai été atteint d'un infectium rare dont les souches ont été isolées par des chercheurs de la Timone à Marseille. En hommage, ils l'ont nommé Raoul Tella. C'était bien avant la crise sanitaire. On a changé le nom scientifique pour faire disparaître le nom Raoult, vérifié sur Wikipédia. Bon bah tiens, on va vérifier. Oui, alors je tiens à rappeler, parce que Didier le rappelle souvent, que parmi les nouveaux virus et autres parasites découverts dans le monde, il y en a une quantité phénoménale qui vient de Marseille, puisqu'ils ont vraiment contribué à... Et tous ont des noms qui sont souvent originaires de Marseille, voilà. Et effectivement, bon, c'est une manière d'effacer les traces justement de l'origine de la recherche. L'IHU et Marseille en général ont été leaders dans cette discipline. Alors on a un auditeur qui visiblement connaît bien le monde scientifique et nous laisse ce commentaire. Je prends votre émission en cours. Avez-vous bien précisé qu'un article de Xavier Zalbert dans François paru hier rapporte ce scandale de l'étude Pradel-Lega avec les détails de l'affaire? Alors on va le préciser. En fait, la recherche est de plus en plus dépendante à la fois des autorités administratives et de l'industrie pharmaceutique, essentiellement anglo-saxonne. Et ceci depuis les années Mitterrand, en dépit des promesses que cet individu avait faites d'augmenter les crédits publics à la recherche. Ce qui avait suscité à l'époque un grand enthousiasme chez les chercheurs. Sans contrat de recherche avec l'industrie, aucune équipe ne peut fonctionner plus de quelques semaines par an. Quant aux experts, ils sont écartés s'ils ne confortent pas les décisions politiques. Le grand public se fait une idée romantique et complètement bisounoursionne d'une recherche scientifique qui est en réalité un monde complètement pourri par les intérêts personnels. Politique est soumis à la corruption généralisée. Ce n'est qu'une facette de la société actuelle où les crocodiles ont des dents qui ne rayent plus les parquets mais attaquent le gros œuvre en béton armé. Ça, tu peux confirmer ? Complètement, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je martèle que finalement la science doit rester indépendante des volontés politiques et la politique doit rester indépendante de la science. Les deux ne peuvent pas cohabiter, ce n'est pas possible, ce n'est pas dans leur intérêt en plus. Et il y a voilà, la science est quelque chose de fragile, hein. Ce qui est vrai aujourd'hui, ça peut être faux demain. La décision politique, elle reste. Et donc, ce qu'on peut remarquer de toute façon dans les laboratoires, hein, et moi je le vois bien notamment en informatique, où on travaille beaucoup avec des partenariats publics-privés, c'est qu'il y a eu effectivement, enfin, plus les années passent, plus on devient complètement dépendant finalement des intérêts des politiques qui sont en place. Mais du coup, cette crise sanitaire a pu mettre en lumière le fonctionnement de cette science française. Quelles seraient les réformes à faire ? Question extrêmement difficile. Donc, moi, je vais faire comme Emmanuel, appuyer ce qui a été dit, avec une porosité maintenant de plus en plus malsaine entre privé et public. Effectivement, ce qui est dit dans le mail. Par les anglo-saxons en plus. Oui, par les anglo-saxons, parce qu'il faut savoir que l'épidémiologie, c'est anglo-saxon, le big pharma, c'est essentiellement anglo-saxon. Et donc là, dans le monde anglo-saxon, c'est vrai qu'il y a une porosité très importante entre l'académique et le privé, alors qui peut avoir son avantage, mais qui a aussi ses inconvénients après en termes de corruption. Et l'auditeur a très bien rappelé qu'en plus, si vous rajoutez à ça les ambitions personnelles des uns et des autres à l'université pour avoir les postes prestigieux et les récompenses financières éventuellement qui vont avec, je rappelle qu'effectivement, le financement de la recherche pilotée par le politique, ça date
essentiellement de la mise en place de l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, qui est Sarkozy, donc qui gère un peu plus d'1 milliard par an pour la recherche, et dont une grande partie du conseil d'administration est composée par des gens nommés par le gouvernement. Donc effectivement, on a de plus en plus une recherche qui est politisée, c'est-à-dire le gouvernement dit moi je veux faire ça, ça, ça et ça, et puis il finance ou pas des projets qui sont de plus en plus gigantesques, et effectivement projets pour lesquels si vous n'avez pas de partenaire industriel, vous ne serez pas financé. La recherche fondamentale est réduite à peau de chagrin, ce qu'on appelait les ANR blanches à l'époque, qui étaient des financements sur ce que vous aviez envie de faire sans avoir forcément de téléologie, c'est-à-dire de but particulier en termes d'application, etc. Et de ce point de vue, on peut vraiment dire qu'on est de plus en plus prisonnier. Nous, on a découvert, alors je suis d'accord avec toi Mike, sur le fait que on a découvert avec le Covid tout ça. C'est-à-dire que moi, en tant que scientifique, il y a plein de pratiques que j'ai découvertes que je n'imaginais même pas et qui pourtant sont là depuis des dizaines, des vingtaines d'années, notamment dans le domaine des sciences médicales et de la pharmacie, avec par exemple le ghostwriting, ça s'appelle l'écriture fantôme, c'est-à-dire que de plus en plus, les articles scientifiques ne sont pas écrits par les gens qui les signent, sont écrits par des boîtes d'ingénierie ou de recherche privées, financées effectivement par ceux qui ont intérêt à le financer. Ça pourrait être aujourd'hui Big Pharma, mais demain ce sera sûrement Big Tech pour l'intelligence artificielle, Big Oil pour le climat, ce que vous voulez. Et donc, des articles sont écrits par d'autres, donc ces écrivains fantômes, sont signés par des universitaires à qui on propose un espèce de pacte avec le diable comme ça. Ces universitaires deviennent des espèces de leaders d'opinion qui vont pouvoir s'imposer aux administrations, aux décideurs politiques, aux décideurs médiatiques. Et je prends l'exemple de quelqu'un dont j'ai découvert qui fonctionnait vraisemblablement comme ça, qui est Simon Cauchemez, donc le type qui était au conseil scientifique de l'Institut Pasteur, et j'ai compris en étudiant très précisément les articles dont il était auteur pendant la crise qu'en fait c'est pas lui qui les écrivait, et c'est vraisemblablement quelqu'un qui a été en fait construit artificiellement par l'industrie pharmaceutique pour ensuite être c'était l'élève de Ferguson à l'Imperial College, pour ensuite être introduit dans les conseils politiques, les conseils administratifs, les conseils décisionnaires qui vont pouvoir imposer une certaine forme de politique. Et on est tous d'accord pour dire, on peut revenir sur le pourquoi les 17 000 et l'attaque contre la chloroquine. Il y avait besoin, pour avoir l'AMM conditionnel du vaccin, il y avait besoin de démontrer qu'il n'y avait pas de traitement. Donc du coup, il y avait cet enjeu-là qui était très fort. Et donc on a utilisé ces gens qui vraisemblablement sont dans ce genre de processus, c'est-à-dire de ghostwriting, de truandage des articles, etc., depuis très longtemps, parce que et c'est déjà en fait une pratique qui datait de Big Tobacco, à l'époque où effectivement il fallait essayer de retarder le lien entre le fait de fumer et le fait d'avoir des cancers. Là, effectivement, l'industrie du tabac avait infiltré déjà des milieux scientifiques, créé ses propres revues, organisé des congrès scientifiques designés pour avoir toujours le même message, en fait, en disant non, il n'y a pas de lien entre la cigarette, etc. Donc tout ça, effectivement, il y a assez peu de travaux de recherche là-dessus, et c'est en particulier un travail de journaliste assez difficile de rentrer. Il y a eu pendant le Covid, on l'a vu, certains journalistes qui avaient pris la main dans le sac des cadres exécutifs de Pfizer pour leur faire dire effectivement ce qui se passait, justement en termes de complot, parce que là on peut vraiment parler de complot, c'est-à-dire d'organisation à très haute échelle, extrêmement structurée par des industries qui ont énormément d'argent pour infiltrer le milieu de la recherche, de sorte qu'on puisse continuer à vendre des produits toxiques, ça a été le tabac, les vaccins, etc. Et ça, moi j'ai découvert. Je pensais qu'il y avait encore une éthique scientifique, qu'il y avait une rigueur scientifique. Effectivement, des gens comme Emmanuel ou moi, si on va travailler dans le privé, je sais pas, dans le numérique, la banque, etc., on va gagner 4, 5, 6, 10 fois ce qu'on gagne. Et je pensais que les gens qui choisissaient la carrière universitaire le faisaient vraiment par honnêteté, parce qu'on n'a pas grand-chose à gagner, là, à part des emmerdes, on le voit. Mais en fait, c'est plus le cas du tout. C'est vraiment plus le cas du tout. Moi, c'est ce que j'ai découvert, et le Covid nous a montré ça. Et donc, ce que disait Emmanuel, c'est vrai, maintenant, il faut en tirer des leçons. D'abord, il va falloir punir les responsables et puis en tirer des leçons. Et ça, on est loin de l'avoir fait, parce que je pense effectivement qu'il n'y a pas assez de lien entre les scientifiques et les politiques sur cette affaire-là. Je pense qu'il y a deux choses quand même à comprendre. C'est que d'une part, hein, il faut que les médias prennent la responsabilité. Donc les médias fassent une tribune concernant la rétractation de cet article, qu'ils en parlent. Finalement, de la même manière qu'ils ont parlé de cet article,
Donc, ils se doivent dire la vérité aux citoyens. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir vraiment songer à un moment donné à arrêter d'instrumentaliser la science pour servir soit des intérêts personnels, soit des intérêts politiques, etc. Voilà. C'est-à-dire que dorénavant, les scientifiques, c'est plus juste des gars aux blouses blanches qui regardent des microscopes, mais ils veulent dorénavant sortir de leur labo et avoir gloire et argent, quoi. Je crois qu'il ne faut pas généraliser parce En que tout cas, moi, une partie, quoi. moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Vincent, concernant le métier de chercheur. Le métier de chercheur reste un métier de vocation. On ne fait pas ça pour l'appât du gain, hein, parce qu'on est payé vraiment très mal payé par rapport au niveau. Mais il y a aussi dans les laboratoires plein de gens très très sincères, hein, très très honnêtes. Hein. On peut pas, voilà, il faut pas faire de généralité. Hein. Quelques auteurs peu scrupuleux, mais ça démontre en tout cas un problème systémique. Et ce problème systémique-là, il faut vraiment que je pense que c'est dans tout l'intérêt du ministère de se pencher à comment finalement on peut en arriver jusque-là. Voilà. Alors, j'ai un auditeur qui nous dit: les manipulations sur les virus de la variole animale ont déjà fait l'objet d'un scandale assez discret à la fin des années 90, début 2000, quand l'organisme de recherche du Commonwealth a fait état de manipulation du virus de la variole de la souris par les Australiens, qui ont bricolé à la fois un adénovirus destiné à inclure des gènes provoquant une maladie auto-immune transmissible afin de limiter le fléau des pullulations de souris qui n'ont pas de prédateurs en Australie. Ces manipulations avaient abouti à un virus de la variole qui tuait toutes les souris et qui échappait à l'effet protecteur du vaccin antivariolique. L'inquiétude venait du fait qu'on savait que ces manipulations pouvaient produire une arme biologique à partir des virus de la variole du chameau ou du singe. Le virus du singe avait déjà partiellement pris la place de la variole humaine en Afrique de l'Ouest. Vous avez vu quand même les auditeurs que l'on a à Radio Courtoisie et qui nous envoient ce type de commentaires. Voilà, ça c'est Radio Courtoisie, ça, voilà. Bravo. Oui, alors je connais pas cet auditeur, a l'air très bien renseigné et on a toutes les raisons de lui faire confiance et on peut le remercier de diffuser donc cette information. Effectivement, le fait qu'il y ait des manipulations de virus qui soient avec des objectifs, on va dire, pas très sain, voilà, c'est évident. Les militaires sont derrière tout ce qui s'est passé autour du Covid, hein, on le sait. On a du mal à remonter à tout ça parce qu'évidemment l'information est dure à les déterrer, mais on en a aucun doute. Et oui, depuis, et c'est ce qui pose d'ailleurs la vraie question. Et quand on peut revenir à Michel Rivasi, qui n'était pas venu quand on l'avait invité, hélas, mais à qui on voulait poser la question. Mais au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un moratoire sur justement ce type de recherche? C'est ce qui avait été décidé d'ailleurs par l'administration américaine sur le gain de fonction. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un moratoire sur ces manipulations chimériques qui finalement apportent plus de risques qu'autre chose? Et effectivement, ce qui est rappelé ici montre que la question est fondamentale. Et si on ne la pose pas, on risque d'avoir d'autres soucis. Cher Emmanuel, peut-être tu voudrais rebondir ce qui s'est dit? Non, je trouve que Vincent a très bien résumé. Voilà. Alors, il nous reste 3 minutes d'émission. 4 minutes? 5 minutes! Oh là là, on me donne 5 minutes, c'est magnifique. J'ai droit à du rap. Bon, ben donc du coup, voilà, médias, hein, si vous nous écoutez, voilà, vous parlez de l'étude qui dit que non, il n'y a pas eu 17 000 morts à cause de l'hydroxychloroquine. Là, vous allez faire un peu le tour des médias. Il faut aussi que vous soyez vous-même les porte-parole. Hein. Bah, tout à fait, en fait. Alors, vous avez dit ça à Radio Courtoisie, mais il faut aller aussi chez les autres. Parce que Mathieu Molimar ne s'est pas caché, lui, de dire qu'il y a eu 17 000 morts. Donc, nous, notre but aujourd'hui, c'est essayer de parcourir un peu les plateaux pour expliquer justement les raisons de la rétractation, hein, autour notamment du problème de la fiabilité des données, comme l'a dit l'éditeur, la suspicion très sérieuse d'une fraude, hein, avec des preuves de charge qui sont toutes extrêmes, enfin voilà, très sérieuses. Donc notre but, c'est de pouvoir un peu obliger, on va dire, les médias mainstream à prendre la responsabilité, les politiques, Olivier Véran, Sacha Houlié, à dire finalement ils ont menti. Hein. Est-ce que le Rassemblement national fera peut-être quelque chose aussi là-dessus?
ou pas? Le Rassemblement national ne s'est pas du tout mouillé par rapport à cette. Enfin, n'a jamais parlé de cette étude, en fait. D'accord. Et a voté d'ailleurs contre l'article 4 de la loi contre les dérives sectaires. Bah voilà, Donc, les choses sont faites. voilà. Alors, cher Emmanuel, quelle est ton actualité? Est-ce que tu prépares quelque chose? Alors, mon actualité, c'est que j'ai un livre qui est sorti en mois de juin. Alors, je suis sur en pleine quoi? campagne. Il s'appelle À cœur ouvert. Et donc, je reparle finalement de mon parcours de lanceuse d'alerte concernant les vaccins ARN messagers. À cœur ouvert, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? Dans toutes les bonnes librairies et également sur le site de l'éditeur Marco Pieter, D'accord, sur commande et voilà. Et sur mon site web. très bien. Et si tu prépares des choses aussi à Oui, l'avenir? je Dis-nous. prépare un livre sur l'intelligence artificielle qui va sortir en décembre, qui s'appelle Illusion d'avenir, dans lequel j'explique les biais, les limitations des algorithmes basés en intelligence artificielle et les enjeux sociétaux qu'il y a derrière. Et puis, je reste très en alerte et très active, avec... voilà. Et évidemment, on te recevra pour ton nouveau livre. Et cher Vincent Pavant, ton actualité Alors aussi un livre qui vient de sortir aux éditions Guy Trédaniel qui s'appelle Le totalitarisme en marche. Donc tome 1, le sous-titre c'est de la perversion de la loi à l'homo sacer, donc une philosophie du présent. Dans laquelle j'analyse en fait les racines totalitaires de ce qu'on a vécu. C'est encore un nouveau livre, parce qu'il n'y avait pas un livre chez Exuvie il y a quelques mois. Tout à fait, il y avait un livre qui s'appelait Tout foutre en l'air chez Exuvie, pour lequel j'avais été reçu d'ailleurs sur Radio Courtoisie par Tournafond, donc Béatrice. D'accord, professeur Tournafond. Professeur Tournafond, voilà. Que je remercie donc au Il passage. faudrait que je te reçoive aussi sur ce nouveau livre là. Ce nouveau livre qui sort le 5 septembre aux éditions Guy Trédaniel. Alors, le totalitarisme en marche. Le voilà. totalitarisme Donc, en marche chez Guy Trédaniel. Guy Trédaniel, voilà. Que l'on salue. Oui, qui fait un travail formidable d'éditeur. Merci à vous deux. Je vais faire un petit auto-pub quand même. Vous me retrouvez là, 12h30, là, tout à l'heure, là, dans 34 minutes à GPTV Actu. Je vais faire un live d'1 heure sur GPTV Actu sur YouTube. Donc voilà, je vais sortir et aller et aller faire ce live très vite. Vous nous retrouvez aussi pour le Libre Journal des Controverses la semaine prochaine avec Laurence Bonneux, Bonneux, pardon. Elle me dit que c'est Bonneux, c'est jamais Bonneux, pardon, mais ça s'écrit Bonneux. Elle parlera de réseaux pédocriminels qui agissent depuis 50 ans avec Laurence. Nous en parlerons la semaine prochaine, samedi prochain. Passez une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve à 12h30 sur YouTube, GPTV Actu. Allez, salut, ciao.